Bienvenue à votre émission préférée, les rencontres de Joël Etienne. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un jeune africain. Je dis bien, quand je dis africain, il est vraiment africain. Je dirais même panafricain. Il s'appelle Mwazulu Deyabanza. Je prononce un peu, mais lui-même va se présenter tout à l'heure quand j'aurai fini de l'introduire. C'est un cyberactiviste très connu. De par ses prises de position, il vit dans une traque avec le système France-Afrique qui ne veut pas justement que cette Afrique-là soit libérée. Il fait des va-et-vient entre Lomé, Togo et Paris. Lui-même, il est ressortissant de la RDC. Nous allons faire un peu le tour de l'horizon avec lui pour vous faire connaître véritablement qui est ce jeune homme qui est tant traqué et qui est tant suivi par les jeunes Africains. Il s'appelle Mwazulu. Mwazulu, bonsoir. Bonsoir. Alors Mwazulu, votre histoire commence quand? Depuis ma naissance. L'histoire d'un homme, c'est depuis ma naissance que cette histoire-là commence. Paisiblement dans une famille native avec 3 enfants, je dirais, de par ma mère. Et puis j'ai fait mes études primaires, secondaires, comme tout enfant. Comme cela l'est aujourd'hui devenu une obligation, je dirais, parentale, sociale, de passer par le banc de l'école. Donc j'ai fait ce processus au sein du complexe scolaire Cardinal Maloula, dont l'évêque était très connu, très engagé dans ses prises de position contre la dictature farouche de M. Mobutu, mais aussi pour, je dirais, l'africanisation de l'Église catholique. Et ensuite, je viens en France et puis voilà l'histoire d'un engagement. Je pense que d'abord, même avant de venir, je me suis rodé dans le monde politique, où très tôt, j'avais 14 ans. Lorsque j'étais vraiment, je dirais, admis, bien qu'il y avait des réticences dans les instances, je dirais, politiques du parti cher à Étienne Tshisekedi qui venait de nous quitter, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et après, j'ai évolué autrement. Bien. Alors, la RDC, vous vous sentez proche du père, du président actuel? Oui, je dirais ma formation politique. Mon enfance a été bercée dans une approche politique incarnée premièrement par mon père, qui fut parmi les promoteurs de la première révolution estudiantine qu'a connue la République démocratique du Congo en 1969. Il était très engagé. Et de problèmes avec Mobutu, il quitte le pays. Donc c'est son engagement qui m'avait déjà bercé. De deux, lors de mon naissance, on m'appelait aussi par un prénom très connu de Emery, qui était un Lumumba. prénom porté par le cher et regretté Patrice Emery Lumumba. J'étais bercé dans ça. De moi-même, à l'âge de 12 ans, je commence mes apprentissages politiques, aller assister dans différents congrès, différents mouvements, et j'ai participé même. C'est vraiment à 14 ans, comme je le disais, que je prends part dans l'engagement politique de l'Union pour la démocratie, incarné à cette époque. Le président était Frédéric Kibasa Maliba, et Étienne Tshisekedi était toujours bien entendu comme la figure emblématique de ces mouvements. Et je me sens, je dirais, plus proche de lui par son caractère intransigeant, par sa détermination, mais aussi sa ténacité qui nous a appris de tenir face à toute forme de pression. D'accord. Alors, le père meurt, c'est le fils qui vient au pouvoir. Tout à fait. Alors, bon, disons, l'arrivée de Félix Tshisekedi d'abord au pouvoir au sein de l'UDPS, c'est l'exercice démocratique. Il a été élu démocratiquement par les instances dirigeantes de ces partis, notamment par le Congrès qui a été réuni et qui a fait de lui président. On pourrait aisément critiquer cette arrivée au pouvoir parce qu'il y avait déjà des coups de forme organisés pour tracer bien la route au fils, mais bon, n'oublions pas qu'il joue de l'aura de son père, il hérite les noms de son papa. Donc il était tout à fait partant, je dirais, favori pour remporter les élections. mais tout le monde dit qu'il vit sous l'emprise de Kabila. Il est évident, les élections en République démocratique du Congo, d'ailleurs le processus que nous avons soutenu, notre mouvement Unité, Dignité, Courage, par ma voix, en ma qualité de porte-parole internationale, je me suis exprimé pour soutenir l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Nous nous sommes
prononcé parce qu'il fallait donner à ces pays un statut. La République démocratique du Congo doit avoir un statut. On doit savoir, pour arriver au pouvoir dans ces pays, il faut passer par quelle voie, par quel chemin, par quel mécanisme. C'était notre démarche. Bon, il s'est fait qu'il n'y a jamais eu, à ma connaissance, je sais qu'il n'y a jamais eu une élection qui n'a jamais été contestée. Sauf peut-être l'élection de Nelson Mandela, qui n'a pas été contestée. Mais l'œuvre humaine n'est toujours pas parfaite. Elle a toujours été contestée. L'élection de George Bush, d'ailleurs le seul président américain qui n'a pas fait la marche à pied pour accéder à la Maison Blanche, elle est une illustration. L'élection de Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, qui... voilà, nous, la liste est longue. L'élection du président Gbagbo et tant d'autres. Alors, moi, Zulu, pourquoi vous n'êtes pas... Avec tout ce combat, pourquoi vous êtes important pour votre pays et vous ne vivez pas en RDC? Ce sera la toute dernière question sur ce chapitre. Et puis c'est à Lomé que vous vivez. Je suis par-dessus tout d'abord un panafricaniste. Et ma volonté est de transmettre aux futures générations et aux générations actuelles l'idée que l'Afrique c'est notre mère patrie. Que je sois à Kinshasa, que je sois à Lomé, que je sois à Abidjan, que je me sens profondément chez moi. Et je vis en Afrique comme si voilà, les frontières héritées de la conférence de Berlin pour moi n'existaient pas. Et c'est ces messages-là que j'aimerais transmettre à ces générations, aux générations futures. Vous allez souvent chez vous à Kinshasa? Oui, j'en viens. D'ailleurs, j'en viens. Ça fait une semaine que je suis de retour sur Paris. J'étais notamment à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et à Brazzaville, d'où il était question de mettre sur pied la représentation effective de notre mouvement panafricain Unité, Dignité, Courage, donc autrement dit Yakankou. Il fallait permettre à la République démocratique du Congo, que l'on considère aujourd'hui comme étant l'un des socles ou l'un des territoires qui rassemble quasiment tous les éléments qui nous permettra dans cette lutte panafricaine de permettre à notre mère patrie, l'Afrique, d'aller de l'avant. Vous connaissez Kémy Séba? Bien évidemment, j'ai des relations amicales avec tous les frères panafricains et panafricanistes qui militent d'une manière ou d'une autre pour la libération de l'Afrique. C'est juste des rapports amicaux ou bien des rapports politiques ou des rapports panafricanistes? Je dirais amicalement parlant, parce que là où il n'y a pas de conflit, il y a amitié. Donc pour le moment, vous êtes quasiment parallèles, vous n'êtes pas sédentaires. Disons, nous sommes dans une... nous particulièrement, nous sommes dans une ligne politique très engagée définie par notre manifeste, et il s'est fait que nous marchons sur cette voie-là, d'abord avant tout. Alors quand on vous appelle cyberactiviste panafricaniste, ça vous choque ou bien ça vous pousse dans le combat? Bon, ça ne me choque pas parce que je vois qu'on fait avec la technologie. Donc la technologie amène de nouveaux jargons, de nouvelles qualifications. Donc on fait avec cyberactiviste, panafricaniste, panafricain, activiste, voilà, on fait avec tous ces jargons. L'essentiel, c'est que le message soit compris et que le message puisse arriver à destination. Et vous vivez en France. Et au moment où je faisais les recherches sur vous, on m'a dit que vous êtes en conflit avec la loi française. Tout à fait. Alors, non, disons, je ne suis pas en conflit avec la loi française parce que, de par mon éducation, j'ai toujours accepté l'autorité morale, l'autorité parentale, l'autorité politique et à combien la plus forte raison, l'autorité, je dirais, juridique. Je suis dans le respect rigoureux de la loi. Sauf que je suis en problème avec l'État français, d'autant plus que l'État français a jugé bon de me traîner devant le tribunal, sous-entendu par là que je suis quelqu'un qui menace les intérêts fondamentaux de l'État français. Je suis un danger permanent pour les intérêts fondamentaux de l'État français. Et comprenez par là, c'est-à-dire quoi? Quand le gouvernement français me qualifie d'atteinte aux intérêts fondamentaux, que mon activité politique ou mon engagement s'illustre par des atteintes aux intérêts fondamentaux de l'État français, c'est en fait mon engagement contre la présence de bases militaires françaises permanentes en Afrique, contre la présence des armées françaises, mais aussi contre la monnaie coloniale du franc CFA, contre je dirais, les accords de partenariat économiques, contre les mesures d'immigration et tous ces processus qui sont mis en place. Donc pour l'État français, ça justifie ou représente pour eux l'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État français. Et vous avez subi quoi réellement? Bon, Les arrestations? Les arrestations sont monnaie courante chez moi, les intimidations, les convocations multiples. Les palais de justice. Même jusqu'à présent? Jusqu'à présent, parce que là, il y a encore une convocation qui m'est parvenue, pas plus tard que dimanche. Les policiers, s'il vous plaît, se sont déplacés chez moi au nombre de 6, alors que c'est une convocation, une notification.
de mise en examen qui pouvaient être bien acheminés par la poste. Et je n'ai pas compris pourquoi les policiers se sont déplacés à 6 ou à 5 pour me remettre cette notification de mise en examen. Et sur cette affaire, je suis mis en examen, entre guillemets cette fois-ci, pour antisémitisme. Je voudrais d'abord porter à votre connaissance que lorsque j'ai été accusé d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État français, j'ai été aussi accusé d'avoir, si vous voulez, menacé comment on dit, les alliés du gouvernement français. Et parmi ces alliés, il y a le gouvernement royal du Maroc, il y a le gouvernement d'Israël, il y a le gouvernement des États-Unis, de la Grande-Bretagne, qui ont été nommément cités par rapport à mes engagements et à mes déclarations. Et toutes mes dénonciations, j'ai compris jusque-là, l'État français cherche un moyen par lequel pour m'atteindre, pour me faire tomber. Et en cherchant ces moyens, ils ont eu le génie, c'est-à-dire la dernière stratégie connue de tous lorsqu'on attaque un engagé panafricain ou quelqu'un qui s'élève pour la cause africaine. Il y a toujours cette étape, je dirais, de l'antisémitisme. Donc, dans toute cette pression, cette violence même, je dirais, parce que la manière dont, de manière récurrente, les policiers français passent chez moi, les interpellations, plusieurs fois devant mes petits-enfants, mes enfants que je devais accompagner à l'école, j'ai été menotté, conduit Manu militaire vers la police, disons les locaux de la police française, à plus d'une fois, ce n'est pas une première fois, je suis habitué. Là, j'en sortais encore de 4 jours, il n'y a pas fort longtemps, de 4 jours carrément de prison, parce que j'étais emprisonné, j'étais incarcéré. Et il a fallu une intervention de tous nos camarades panafricains, panafricaines et je dirais de l'opinion publique française et internationale qui a fait que j'ai été arraché du main de la justice française. Et là, comme je le disais, je suis en convoqué. Je suis déjà en procès le 17 octobre. Je serai en procès le 19 décembre. Et je suis encore dans une procédure de mise en examen. Donc c'est une monnaie courante. C'est pas une manière de vous dire de quitter le territoire français? Oui, il y a l'expulsion qui a été déjà prononcée. J'ai été contraint. Je suis expulsé du territoire français. L'expulsion a été prononcée parce que c'est le gouvernement français par l'entremise de son Premier ministre, en son temps, je cite, M. Bernard Cazeneuve, qui avait saisi les instances judiciaires françaises. Et il a été prononcé notamment cette expulsion, c'est ce que je disais, pour atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État français. Donc ma lutte contre la monnaie coloniale, je dirais les monnaies coloniales du franc CFA, et contre la présence militaire de l'armée française. Je résume sur les deux pour ne pas aller sur tous les points qui sont derrière. Et qu'est-ce que... Si ça a été prononcé en procès, vous ne devez pas être sur le territoire français? J'ai eu une difficulté énorme pour sortir des aéroports internationaux français. Et là, il s'en est rajouté les aéroports européens parce que récemment, j'ai été arrêté, interpellé au Portugal, à Bruxelles, Madrid. Donc j'ai compris que c'est l'Interpol d'ailleurs. Quand j'ai été interpellé récemment à Bruxelles, c'est Interpol qui m'a signifié justement que c'est l'État français qui a mis... qui a lancé l'alerte et qui fait aujourd'hui que donc ici, comme je vous disais, il y a une difficulté aujourd'hui pour moi, par exemple, de mobiliser ou de rentrer en action parce qu'à chaque fois que je commence, il y a une visite de la police chez moi. Il y a tellement de pression que même j'ai eu la maîtrise aujourd'hui de ne pas tout informer pour ne pas avoir un statut, je dirais, victimaire, mais aussi pour ne pas choquer la plupart de paisibles citoyens et citoyennes qui me suivent d'ailleurs, dont la plupart sont aujourd'hui par ricochet menacés d'une manière ou d'une autre, notamment récemment lorsque MoneyGram, vous imaginez, MoneyGram est arrivé à bloquer le fonds de transfert qui m'était destiné à Lomé, à Kinshasa. Donc je comprends aisément qu'il y a eu une pression ardue. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quitté les territoires français. Mais dites-vous que les territoires français n'est pas simplement Paris et les territoires métropolitains, disons, et les départements d'outre-mer. Les territoires français, c'est aussi les territoires de la francophonie. Ce qui fait que dans les aéroports africains, j'ai le même problème. Dans les pays africains, je rencontre le même problème. Lorsque j'ai eu l'arrestation au Soudan, l'État français avait ses mains jusque là-bas. Lorsqu'il y a eu des interpellations à Lomé, lorsqu'il y a eu des interpellations qu'est-ce qui justifie votre liberté alors? Si vous avez toute cette épée de Damoclès sous la tête, vous ne devez pas être là à accepter mon invitation. Non, parce que si je croise mes bras et que je prends la fuite, l'ennemi aura gagné. J'ai toujours retenu cette leçon de Laurent Gbagbo qui disait « On ne dira jamais de Laurent Gbagbo qu'il a fui, qu'il a pris la fuite ». Il était là avec sa famille, malgré qu'il pleuvinait des bombes de l'armée française. Donc, tout acte d'un panafricain nous enseigne. Et cette détermination est pour moi ma liberté, ma vie est liée à la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Donc je mène un combat pour le respect de notre souveraineté, d'ailleurs reconnu et garanti par tout l'arsenal juridique international. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais à me résigner et à me taire. Je continue ces combats, quoi qu'il en soit, on payera le prix qu'il faudra, mais je continue ces combats jusqu'à la liberté et je dirais du peuple africain et à la libération effective de notre mère patrie, l'Afrique. Tous ceux qui ont mené ce combat
ont péri. La mort ne vous dit rien? C'est un vocabulaire, en tant qu'humain, je sais que je passerai, je ne suis pas éternel. Mais il est évident que lorsque j'avais fini moi, mon processus initiatique, dans les grandes écoles initiatiques africaines, on m'avait appris que l'homme ne devient que homme lorsqu'il devient capable de choisir sa voie par laquelle il sortira de ces mondes d'ici-bas. Donc j'ai choisi ma voie. C'est ces combats, c'est cet engagement que j'ai donné pour la libération de notre peuple et la libération de notre mère patrie, l'Afrique, pour que la souveraineté, le respect dû à l'Afrique nous soit rétrocédé. Donc c'est la voie par laquelle peut-être que je sortirai d'ici. Alors, Mwazoulou, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une signification incarnée dans ce nom? Oui, Mwazoulou voudrait dire c'est lui qui vient de cieux. C'est lui qui vient de cieux. Vous croyez en Jésus alors? Bon, vous croyez au christianisme? Non, ce n'est pas mon obédience spirituelle. Moi, Zoulou voudrait dire simplement celui qui vient des cieux. Je ne pense pas que le ciel soit la propriété privée de Jésus-Christ, mais je pense énormément peut-être qu'il fait partie parmi les êtres célestes. Vous ne croyez pas au Christ, vous ne croyez pas au christianisme? L'énergie christique, oui, je sais ce que ça signifie parce que je l'ai vu quasiment circuler dans l'Afrique profonde, chez les Indiens, avec Charisma. Mais aujourd'hui, toute l'Afrique s'adonne au christianisme. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui pilulent un peu partout. Il ne faut pas oublier que le christianisme en Afrique, c'est l'héritage colonial. Il n'y a pas eu une vocation, je dirais, paisible des Africains d'aller vers le christianisme. Mais nous avions hérité ça de la colonisation. Et ça s'est répandu comme habitude. Après, c'est resté. Bon, après, c'est la foi. C'est ceux qui ont trouvé la paix en lui ont continué dans ce sens-là. Mais ceux qui ont estimé que avant lui, comme après lui, il y a des énergies spirituelles pouvant nous permettre de vivre et d'aller de l'avant, on fait peut-être autre chemin. Vous êtes un athée? Non, je ne suis pas athée, je crois véritablement aux forces cosmiques, à la nécessité. Mais pas forcément au Dieu blanc. Oui, disons pas forcément à ça. Pas forcément à ça. Alors, les Ivoiriens vous ont connu à la faveur d'une chasse que vous avez faite à la gare du Nord, lorsque le général Mongou était de passage pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui vous a poussé à poser ce acte-là? Déjà, je m'aimerais rectifier un truc, que c'est une étape de ma connaissance auprès des Ivoiriens. Cette action a permis aussi que je sois encore, que je me permette de rentrer dans la vie des Ivoiriens, dans leur quotidien et dans leur salon. Dans mon livre qui va paraître bientôt d'ici quelques mois, Bumuntu, l'humanisme africain, où je mets l'humanisme africain au centre de tout, même d'un cri de ralliement pour permettre à l'Afrique d'aller de l'avant. J'ai justement évoqué cette action avec le général Mangou. Je suis habité par une volonté implacable, inébranlable, de voir le système judiciaire occidental disparaître de notre sphère politique, juridique et judiciaire. Ma détermination est de voir que l'Afrique soit indépendante, même dans son organisation judiciaire, dans ses institutions, même dans sa manière de faire. Et au-delà de ça, je sais que les statuts de Rome qui a donné naissance à la Cour pénale internationale n'est qu'un moyen parmi tant d'autres moyens, cette fois-ci je dirais juridique, de pouvoir donner à l'Occident un pouvoir sur l'Afrique. Et je sais aussi que la Cour pénale internationale, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on ne me fasse signifier le contraire, par son fonctionnement, c'est un instrument d'oppression, c'est un instrument de dissuasion vis-à-vis de certains dirigeants africains qui ne veulent pas aller dans le sens des intérêts garantis ou des intérêts exprimés de l'Occident en Afrique. Est-ce qu'il en existe encore ceux-là? Des chefs d'État africains qui préfèrent lutter contre... Alassane Ouattara est une illustration pour ne pas aller loin. Macky Sall est une illustration. Ali Bongo est une illustration. Denis Sassou Nguesso est une illustration. Des vassaux, quoi, vous voulez dire? Des vassaux qui sont toujours là, qui ont été déjà cooptés, mis en place par le système mafieux de la France-Afrique et qui continuent de nourrir, si vous voulez, de manière économique, politique, cette hégémonie de l'Occident sur l'Afrique. Donc, revenons sur ça. C'est cette volonté qui m'a animé. Et cette volonté était aussi peinte par la volonté ferme de voir Laurent Gbagbo libre, parce que nous savons tous que Laurent Gbagbo est le fruit d'une arrestation illégale, d'une pression de la France sur la Côte d'Ivoire. Il a été déporté de la Côte d'Ivoire vers l'Occident, comme le fut autrefois le roi Béhanzin du Dahomey. Samori, Touré, tout voilà. ça. Et ces processus aujourd'hui, nous, en tant que jeune génération panafricaine, nous sommes heurtés dans notre conscience de voir, jusqu'à preuve du contraire, l'Occident continue
à décider et à déterminer de notre destinée, de notre avenir. Alors nous refusons ces démarches. Et dans cette lancée, je me suis engagé aux côtés de la résistance panafricaine ivoirienne pour porter de ma voix. Je me suis levé dans les rues de France et des Navarre pour dénoncer cette injustice vécue par les trios innocents de la Côte d'Ivoire. Donc mes pensées vont à Laurent Gbagbo, à Simone Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Bien évidemment par ricochet à tous les prisonniers politiques et militaires qui ont été injustement incarcérés, justement parce que la volonté de la France a voulu qu'il en soit ainsi. Et c'est ça qui m'a poussé ce jour-là d'interpeller Mangou. Parce que les informations... Vous le connaissiez avant? Oui, je connaissais. Comment vous avez su ce jour-là que Mangou serait à la gare du Nord? Donc j'étais dans la lancée de vous dire que mes informations, si l'État français aujourd'hui s'acharne sur ma personne, ce n'est pas simplement par cet engagement. Cet engagement est dicté par une information claire et précise. Je sais où, quand et à quel moment il faut frapper. Vous avez des informateurs un peu partout? Partout. Et je suis très bien informé. Et mes informations, les informations à ma disposition, d'ailleurs c'est ça qui avait fait l'objet, c'est l'objet de mon arrestation en République démocratique du Congo en 2011 où j'ai été condamné à mort. C'est justement parce que j'étais très bien informé sur les déroulés des élections présidentielles en 2011. Et mes informations faisaient état de la présence du général Mangou ici, sur la place parisienne, à Paris, déjà dans la continuité de ce qui s'est passé dans un hôtel dont j'étais encore le nom, à Abidjan. Et dans cet hôtel-là, il y avait la présence, je cite, du Premier ministre français, à l'époque, en son temps, François Fillon. De certains officiels français, il y avait la présence de Vincent Bolloré, il y avait la présence d'un représentant du gouvernement togolais, d'Alassane Dramane Ouattara, et de certaines personnalités que j'étais encore le nom, qui se sont réunis, justement, ils ont mis en place la stratégie qui devait conduire Laurent Gbagbo, notamment à La Haye, et vers sa condamnation. Et tous ces éléments, j'ai des appuis sonores. Raison pourquoi, si vous suivez cette action sur le général Mangou, j'avais dit que s'il s'entêtait, je continuerai pour donner des éléments encore. Donc, les témoins de Laurent Gbagbo ont été empêchés de passer à La Haye, ce qui m'aurait permis de verser, je dirais, chez les avocats de Gbagbo, certains éléments. La défense. Donc voilà. En bref, j'étais bien informé de son passage ici à Paris et je savais qu'il allait là-bas pour clouer Laurent Gbagbo. Parce que la stratégie qui a été prédéfinie dans l'hôtel en question à Abidjan nécessitait de l'intervention du général Mangou qui était le charnier de tout. Et c'est lui qui était censé faire tomber Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi il fallait l'interpeller avant son passage à La Haye. Et comment il a réagi? Bon, déjà c'est quelqu'un, vous savez, c'est un militaire, il était d'abord serein, très calme, il a compris la situation et il a voulu en fait prendre le devant en essayant de diaboliser la personne de Laurent Gbagbo, d'amener des éléments qui m'auraient fait croire que Laurent Gbagbo était dans l'erreur. Notamment, il mettait en avant le fait que Laurent Gbagbo s'entêtait d'une situation qui était, je dirais, Laurent Gbagbo qui s'entêtait d'une situation qui, comme je le sais, voilà, Gbagbo n'avait pas de munitions, envoyait les gens à la guerre, Gbagbo c'est ci, Gbagbo c'est là, donc voilà toutes les chansons. Et puis il est passé à une seconde étape pour me faire comprendre qu'il n'allait pas là-bas contre Gbagbo, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il disait. Alors dans notre discussion, je lui ai fait comprendre que j'étais informé. C'est là que le général Mangou va me dire qu'il n'ira pas là-bas pour trahir Laurent Gbagbo. Cette action était une action pour interpeller sa conscience. Parce que je lui ai fait comprendre que la situation de Laurent Gbagbo, ce n'est pas la situation de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et de l'homme noir de partout. Et il a compris aisément que son acte, les conséquences allaient dépasser les frontières nationales de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez vu la suite, il s'est tenu au carreau. Ok. Alors, et du coup, vous êtes rentré dans l'intimité politique des Ivoiriens. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a quelque chose que je trouve un peu anormal. Vous résidez à Lomé, au Togo. Mais là-bas, c'est aussi le cheminement du système. Comment vous pouvez vivre en paix dans un coin tenu par la France-Afrique? C'est ce que je vous disais. Quand l'État français m'expulse ici, prononce l'expulsion du territoire français, pour moi, ça n'a pas d'importance. Parce que je vous ai dit, les territoires français, c'est l'outre-mer. Oui, c'est aussi les anciens départements mais tout à l'heure, vous savez quand même que le Togo fait partie du précaré français. J'en viens. C'est là où je disais que ma stratégie de départ, mes camarades sont au courant de cette stratégie. J'avais prédéfini cette stratégie de la lutte contre la France-Afrique et contre notamment tous ces États ou ces nations occidentales
qui empêche l'Afrique de vivre aisément. Et dans cette stratégie, il était question de frapper ou de dénoncer à l'intérieur de frontières, je dirais, politiques, géographiques de la France-Afrique. Et à l'intérieur de ces frontières, si vous êtes dans la même lancée que moi, vous aurez à comprendre que autrefois, les Togo, la Côte d'Ivoire faisaient aussi partie de la France. Donc pour moi, j'ai continué ces combats. Il y a un grand écrivain qui d'ailleurs a écrit sur Laurent Gbagbo, qui m'avait proposé d'écrire sur moi. Lorsque j'ai entamé la stratégie de populariser la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA, notamment avec la première manifestation qui a eu lieu à Chamalières en 2015, en octobre 2015, cet écrivain me disait, a résumé mon action en une phrase, en disant « Vous étiez nommément au pied du monstre », c'est-à-dire en allant en Chamalières. Donc ici, je suis dans le ventre du monstre. Madame Simone Gbagbo, première dame de la Côte d'Ivoire, me disait que... Elle vous a reçu? Tout à fait. Elle m'a reçu à Abidjan. C'était au mois de... Juste après sa sortie de prison? Juste après sa sortie de prison, j'étais à Abidjan. D'accord. Et elle m'a reçu là-bas, à Abidjan. Comment ça a dans été? Sa résidence. Chaleureux. Un accueil, je dirais, convivial. Parce que c'est là où elle me disait ça. Elle me suivait depuis et elle m'a dit, elle a résumé ceci en me disant, vous étiez vous dans le ventre du monstre et vous avez osé parler. En tout cas, vous avez mon soutien, mon admiration. Ça, c'est Madame Simone Gbagbo. Donc c'est pour dire que notre stratégie est définie. Nous sommes là au cœur de l'oligarchie financière internationale. Donc nous serons à Paris, nous serons à Lomé, nous serons à Abidjan, nous serons là où nous savons que c'est le précaré. Si nous ne sommes pas à Paris, nous serons à Lomé. Si nous ne sommes pas à Lomé, nous serons à Abidjan. Si nous ne sommes pas à Abidjan, nous serons à Kinshasa. D'ailleurs, comme la République démocratique du Congo représente, si vous voulez, les premiers pays francophones, hormis la France. Donc, or, on sait que la francophonie est un instrument de rayonnement et de puissance du monarque français, notamment celui qui est à l'Élysée. Donc, notre stratégie, c'est d'être au cœur, dans le ventre, comme l'a dit Simone Gbagbo, au pied du monstre, comme le disaient ces grands écrivains. Et nous continuons dans cette stratégie, normalement, du moment où nous respirons encore. Alors, Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés. En principe, ils devaient être libérés. Ils sont toujours détenus. Ma lecture, je sais que Laurent Gbagbo est déjà le fruit d'une volonté implacable de l'Occident de soumettre l'homme africain. Laurent Gbagbo est victime d'une oppression politique et économique dont l'Afrique est victime. Laurent Gbagbo est victime, comme il le disait lui-même, de ce qu'on appelle la volonté automatique de l'Occident de dominer sur l'homme noir. Et ce qui nous oblige, nous, à être soumis. Et il disait, il refuse la soumission, surtout lorsqu'elle touche à tout un peuple. Donc, dans cet acheminement, l'Occident a perdu devant la face du monde. Le procès, tout le monde a vu, Laurent Gbagbo a été acquitté. Donc, pour les affaires, je dirais, judiciaires, c'est fini. Gbagbo est acquitté. Maintenant, il y a une démarche politique, comme l'arrestation de Gbagbo n'a jamais été judiciaire, c'est une arrestation politique. Donc la politique continue son œuvre, quitte à nous maintenant d'avoir une lecture politique pour permettre à Laurent Gbagbo d'être libre de ses mouvements. Et comment le personnage Gbagbo Laurent, comment vous le percevez? Je disais autrefois à tous ceux qui m'ont connu et à tous mes proches que la seule chance que je donne à l'Occident, s'il y aura encore moyen pour moi dans l'avenir de coopérer ou de collaborer avec l'Occident, j'observais le comportement que l'Occident aurait vis-à-vis de Étienne Tshisekedi Wamulumba et de Laurent Gbagbo. Parce que c'était pour moi cette dernière génération, dans la dernière génération qui nous a précédés, la génération qui a choisi la lutte pour l'instauration d'une démocratie politique véritable. Nelson Mandela, Nicéphore Soglo, Abdoulaye Wade, tout ce que l'on sait. Et le dernier d'entre eux, c'était Étienne Tshisekedi et Laurent Gbagbo. Étienne Tshisekedi a été empêché de gouverner la République démocratique du Congo par tout le moyen. Et le dernier en date, c'était Laurent Gbagbo. Et j'ai vu que Laurent Gbagbo a été déporté, bousculé à la sortie, les bombes ont pleuviné. Ceux qui doutaient encore que la France avait des élans colonialistes, des élans impérialistes, ont vu l'illustration parfaite avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc Laurent Gbagbo était pour moi le dernier charnier. Et c'est ces personnages-là qui a permis à l'Afrique tout entière de comprendre que l'Afrique était encore sur le chemin de la lutte et du combat pour la libération effective, pour l'exercice véritable de notre souveraineté. Et c'est comme ça que je perçois Laurent Gbagbo. Je perçois Laurent Gbagbo comme, je dirais, un pionnier dans ce combat que nous menons pour la souveraineté de l'Afrique. Il est bien évidemment dans cette lignée de tous ces pères qui ont
à un moment donné, décidé d'emprunter le chemin pour la libération de l'Afrique. De survivre. C'est la raison pour laquelle, quand vous parlez de la mort, quand vous me posez la question de savoir si je n'avais pas peur de la mort, Patrice Lumumba est tombé, Thomas Sankara est tombé, Laurent Gbagbo a réussi aujourd'hui à sortir vivant de la confrontation militaire avec la France. Moi, Zulu Diabanza qui vous parle aujourd'hui, jusque-là, je m'en tire, je m'en sors bien dans la confrontation judiciaire avec l'État français. Parce que c'est l'État français qui est derrière et c'est l'État français, lorsque l'expulsion a été prononcée, j'étais en face du représentant du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. Donc, l'État français, la 5e puissance du monde, qui est derrière contre moi, Zulu Diabanza. Donc, ce qui dit quoi? Tous les leaders africains et panafricains, tous les activistes qui viennent, nous avons le devoir aujourd'hui, quand on mène un combat, de ne plus mourir. Nelson Mandela, le dernier en date, n'est pas mort. Nelson Mandela est sorti vivant de sa confrontation avec le régime raciste de l'apartheid et il a réussi aujourd'hui à gouverner ces pays pendant 5 ans, donc un mandat. Donc Laurent Gbagbo n'est pas tombé. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés la culture de martyrologue. Je pense que c'est déjà dépassé. Thomas Sankara, Mouzé Laurent Désiré Kabila, pour moi, a été le dernier victime de l'impérialisme occidental. Donc aujourd'hui, on doit mener ce combat à l'illustration de Julius Nyerere et donner le fruit qui va avec. Quand je vous entends parler, vous avez cette hargne. Vous êtes tellement déterminé que demain l'Afrique sera souveraine. Vous n'êtes pas utopique. Non, je ne suis pas utopique parce que... Illusionniste même, je dirais. Non, parce que je suis dans la réalité effective et palpable de la vie. Je suis en train de vivre ça. Moi, Zulu Diabanza n'est pas, je dirais, un conteur ou un griot ou juste un philosophe qui est en train de philosopher. Moi, Zulu Diabanza est dans l'action parce que j'y crois. Je suis aujourd'hui dans le risque de ma vie parce que j'y crois. Je donne l'effort et cet effort continuel que nous sommes en train de donner, regardez aujourd'hui. Autrefois, la question du franc CFA était une question réservée pour une certaine élite, une catégorie de personnes. La question du franc CFA a été discutée dans des salons VIP. Mais nous avions décidé qu'elle devait être popularisée. Et à partir de la marche de Chamalières, nous avions réussi cette étape-là. Aujourd'hui, la question du franc CFA, c'est comme si, quand le peuple congolais disait Kabila dégage, ou quand le peuple ivoirien réclame le départ d'Alassane Ouattara. Donc c'est une question qui est devenue popularisée. La monnaie CFA sera remplacée par l'éco. Du moment où notre jeunesse, qui combat pour la souveraineté monétaire et financière de l'Afrique, n'est pas associée dans l'élaboration et la décision de ce qui adviendra la monnaie africaine de demain, nous nous inscrivons en faux. Et nous continuons le combat pour la libération. Avec notre combat contre la monnaie coloniale du franc CFA n'est pas contre les billets. Ça, ce sont des symboles, comme nous ne cessons de les dire. Notre combat, c'est un combat contre le mécanisme mis en place. Quels sont ces mécanismes? Ces mécanismes monétaires et financiers qui font en sorte que les pays africains doivent laisser une partie de leur argent dans les trésors publics français. Ces mécanismes qui font que les pays africains doivent accepter dans la gestion, dans la prise de décision, notamment du taux d'intérêt, de la présence de la convertibilité, permettre à ces nations de décider avec nous, à leurs représentants de décider avec nous, à ces mécanismes qui font que c'est eux qui décident de la priorité même et de la quantité des devises qu'il faudra avoir, de la quantité même de la masse monétaire qu'il faut produire par la planche à billets. Donc tous ces mécanismes-là font que nous sommes contre. Nous voulons réellement une souveraineté. Le mot est clair, il est compréhensible par tout le monde. La souveraineté monétaire et financière. Que ce soit l'éco ou que ce soit CFA, pour vous, il faudrait que ce mécanisme-là, pour qu'on puisse le remettre en place, il faut que vous êtes qui pour que ce système vous interpelle, pour vous inviter. Parce que nous sommes le peuple africain. C'est de notre destinée et de notre avenir dont il s'agit. Vous élisez des chefs d'État. Nous n'élisons pas des chefs d'État qui aujourd'hui parlent pour le franc CFA. Qui est le chef d'État qu'on avait élu? Alassane Dramane Ouattara a été imposé par l'armée française. Macky Sall est le fruit d'une tricherie de la France-Afrique mise en place pour qu'il en arrive là. Et évidemment, tout le reste. Nous n'avons pas élu de président. Le président élu du peuple africain sait qu'il ne peut pas aller sur ces terrains. Je vous donne l'exemple. Laurent Gbagbo a commencé bien évidemment à travailler et à hausser la voix, le ton sur ces questions. Je vous donne l'exemple Modibo Keïta, je vous donne l'exemple Ahmed Sékou Touré, je vous donne l'exemple de Sylvanus Olympe. Voilà pour moi les présidents élus et qui connaissent véritablement les aspirations profondes du peuple africain. Et la jeunesse africaine est inscrite. La maigre intelligence d'Alassane Dramane Ouattara lui fait dire qu'il fallait changer de nom. C'est là où il fait la proposition de quitter le CFA. Parce que notamment, on évoque la question de franc de colonie française d'Afrique. Et il veut aller vers l'éco. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de tous les mécanismes. D'abord, pourquoi la France doit-elle décider du changement du nom et du changement de la monnaie? D'abord, pourquoi ça? C'est le cordon ombilical qu'il faut couper. Gros point d'interrogation. Alors,
L'avènement de M. Patrice Talon avait suscité beaucoup d'espoir. Vous qui êtes dans la lutte panafricaniste, avec un peu de recul, comment vous regardez, comment vous pouvez faire le bilan politique du président béninois Patrice Talon? Le problème de moi, Zulu Diabanza, beaucoup d'ailleurs m'ont reproché d'être trop radical. Mais ce n'est pas le radicalisme, c'est la perspicacité. À cette époque-là, déjà, je disais que Patrice Talon s'inscrit dans la droite ligne de tous ces présidents qui ont été les désespoirs de la jeunesse africaine. Parce que j'avais vu en lui déjà la manière par laquelle il cherchait à devenir président. Les groupes financiers, les lobbies qui étaient derrière lui, je savais qu'il y a le mécanisme de redevabilité. Que quand vous serez là, vous devez notamment faire le retour de l'ascenseur à ceux qui vous ont permis d'y arriver. Donc pour moi, Patrice Talon n'a suscité aucun espoir en moi parce que le mécanisme par lequel il est devenu président, vous savez, les élections telles qu'elles sont organisées en Afrique, c'est un sérieux problème. Il y a tout un système dans la cooptation des dirigeants. C'est pas le vote africain qui compte. Qui compte, même dans les critériums des candidats. Pourquoi seulement on a retrouvé Patrice Talon, on a retrouvé, comment il s'appelle, Zenzou, on a retrouvé c'est lui qui sortait, le sortant. Oui. Yahi Boni, on a retrouvé. Pourquoi seulement ce sont les mêmes qui sont, je dirais déjà, pré-choisis pour participer? Il y a un problème de choix. C'est là où même dans des questions monétaires et financières, je récuse le FMI et la Banque mondiale. Pourquoi? Question de choix. Le choix de nos orientations économiques et de nos options financières. C'est une question de choix. D'abord, les critériums qui est établi. Moi, j'ai été victime en République démocratique du Congo d'une arrestation et d'une condamnation à mort. Pourquoi? Parce que j'étais candidat à la magistrature suprême. Et pourquoi? Parce que je n'étais soutenu par aucun lobby du mécanisme et du système. Il y avait 11 candidats qui étaient déjà soutenus par des forces telles qu'organisées. Et eux-mêmes me disaient, il y a un tel qui est soutenu par telle force, un tel. Vous venez d'où? Alors voilà les problèmes avec l'Afrique. L'émanation directe de notre volonté, d'une jeunesse qui vient du bas de l'échelle vers le peuple et qui se hisse au sommet de l'État. On ne le voit pas. Donc moi, je remets d'abord en question le réseau France-Africain qui choisit, qui triche déjà par rapport au choix, par rapport à ceux qui vont concourir à l'élection présidentielle. Et Patrice Talon, par ce choix-là, le premier choix, je parle, il était déjà un traître pour la jeunesse africaine. Alors il fallait avoir de la perspicacité pour comprendre ça. Et moi, je l'avais compris. Et aujourd'hui, je vois aisément, pas à pas, qu'il est en train de revenir sur les bases que l'on connaît de tous les dirigeants africains. Il deviendra, comme on le dit, entre guillemets, dictateur, c'est la chanson qu'on dit. Il redeviendra, comme on le dit, vassal ou vassal. Je dirais vassal de la France-Afrique. Il redeviendra dans les jours à venir les ponts par lesquels tous ceux qui viennent piller l'Afrique passeront pour pouvoir, avec leurs ventouses, si vous voulez, aspirer toutes nos richesses et l'amener vers d'autres cieux. Voilà à moi ma lecture sur Patrice Talon. L'avant-dernière question, c'est le Burkina Faso. Depuis que le président Blaise Compaoré est tombé, le Burkina subit des actes terroristes dont personne n'en parle. Quelle lecture vous faites? Je condamne d'abord tous ceux qui choisissent ces moyens, je dirais, irresponsables et irréfléchis de pouvoir faire entendre leurs opinions et leurs voix. Mais moi, je sais que la déstabilisation du Burkina Faso rentre dans la ligne droite de la déstabilisation des pays africains telle qu'elle est définie par la France. Parce que c'est l'armée française qui est là. Quand on parle même au Mali aussi. Quand on parle de groupes terroristes, je vais vous révéler une chose. J'ai eu à travailler, comme je vous disais, je suis très bien informé sur ces questions. L'armée française a mis en place dans sa carte des OPEX, les opérations extérieures, des zones qu'on appelle des zones de conflit permanents. Dans ces zones de conflit permanents font partie notamment les pays africains. Et ces zones de conflit permanents sont décrétées ainsi pour permettre la mise en place de bases militaires permanentes françaises en Afrique et pour justifier les interventions de l'armée française. À chaque fois qu'un pays retrouve un semblant de paix et de stabilité, il faut déstabiliser ce pays pour que notre présence soit justifiée. Et c'est ça le cas du Mali, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de l'Est de la République démocratique du Congo, constamment déstabilisé pour permettre notamment à ce pays. Lorsqu'on trouve maintenant un président, homme fort, capable de mater la population comme Denis Sassou Nguesso, on le soutient, il reste en place longtemps. Et voilà les cas du Burkina Faso. L'homme qui était trouvé, c'est Blaise Compaoré, il devait rester longtemps. Le peuple a déjoué pour aller dans ce sens, pour le mettre hors état de nuire. Alors il faut punir le peuple du Burkina Faso. Ce qui se passe, on est en train de punir le peuple du Burkina Faso pour avoir osé lever la voix. Jusqu'à quand ils vont lever cette punition? Cette punition, on ne va jamais la lever parce que la punition ne peut être levée que si le peuple burkinabé s'incline devant la volonté de la France. Alors c'est ce que nous refusons. Ce peuple doit continuer à payer le prix s'il est faux.
Mais il faut notamment déraciner les systèmes France-Afrique de nos terres et permettre à notre mère patrie, l'Afrique, aisément d'exercer sa souveraineté tant sur le plan politique, tant sur le plan sécuritaire, tant sur le plan de finances, de l'économie et consorts. Donc voilà la démarche. Les Burkina Faso, tel que vous le voyez, c'est un pays dont tous ces mécanismes-là, rappelez-vous encore quand on parlait de l'opération Épervier. L'opération Épervier qui est partie du Togo vers les années 80, 78-80. Cette opération, l'armée française avait pris place en Afrique, notamment à Lomé, qui a servi de laboratoire, au Togo, disons, de manière générale, de base de travail. Il y avait des cadres civils, militaires qui ont travaillé justement pour préparer tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, pour préparer tout ce qui est arrivé au Tchad, pour préparer tout ce qui est arrivé. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? La rupture claire, d'abord idéologique dans la pensée. C'est-à-dire, il faut couper le sucre politique du jeune Africain, de l'homme politique africain, de la femme politique africaine qui pense que la solution de l'Afrique doit venir par l'intelligence, par la réflexion, par l'argent de l'Occident. La présence de ces armées, nous avons mis en place un manifeste. Ces manifestes-là résument notre combat en 14 points. Dans le premier point, on demande le départ imminent de toutes les armées occidentales de notre mère patrie l'Afrique et la fermeture de leurs bases militaires. De deux, la sortie de la zone franc, on parle de la fin de l'immigration, on parle de la fin des accords de partenariat économique avec ces accords-là qui permettent notamment aux multinationales d'être présentes dans notre mère patrie l'Afrique. Mais il y a une chose, une autre dimension, la diaspora africaine et panafricaine. Dans le ventre du monstre, l'Afrique doit faire entendre sa voix, comme la résistance panafricaine ivoirienne a battu pavé ici à Paris pour faire entendre la cause juste de Laurent Gbagbo. Il nous faut ici la foi. Je ne parle pas moi de la dénonciation sans effet. Je parle d'un engagement. Un engagement bien sûr à de contre-coups, comme aujourd'hui, moi, Zulu Diabanza, victime d'expulsion, des multiples arrestations, des multiples interpellations, des multiples convocations judiciaires, d'intimidation. Aujourd'hui, c'est aussi la pression financière qui passe avec des huissiers de justice tous les jours chez moi. Mais je me suis préparé constamment, mentalement, pour pouvoir faire face à cette situation. Donc, je demande à la diaspora africaine de prendre les questions à bras le corps, de dire haut et fort notre volonté aujourd'hui de vivre librement sans la même mise de la France et de l'Occident. Et c'est ça, cette façon de faire. Et troisièmement, nous sommes aujourd'hui lancés dans dans la mise en place des différents projets économiques. Ces différents projets économiques nous permettront de combattre à la fois les Français, les Chinois, les Pakistanais, les Indiens qui ont pris en otage l'espace économique de l'Afrique. Le jeune Africain ne peut plus entreprendre économiquement parce que ces gens-là ont pris place. Donc nous sommes rentrés dans ce terrain aussi pour pouvoir répondre à ces marchés économiques avec des différents projets que nous sommes en train de mettre en place et d'impulser la consommation de ce qui est africain pour permettre à notre jeunesse aujourd'hui et à notre peuple de pouvoir être respecté parce qu'il en va de soi de notre dignité. Voilà la raison pourquoi nous demandons, nous appelons toujours à cette mobilisation permanente contre la monnaie coloniale du franc CFA, contre la présence des armées étrangères en Afrique, pour mettre fin à l'immigration, cette immigration qui aujourd'hui provoque une hémorragie, je dirais, humaine, qui renvoie la plupart de la jeunesse africaine vers l'Occident et nous voyons l'hécatombe vers Lampedusa qui nous attriste énormément. Voilà notre démarche dans laquelle nous sommes engagés pour permettre à l'Afrique d'aller de l'avant et mettre fin, notamment comme vous posez cette question, à cette hégémonie occidentale en Afrique et permettre à l'Afrique de s'en sortir. Et je finirai par la volonté. Les jeunes Africains doivent s'élever contre tous ces dirigeants qui ont trahi l'Afrique. Un dirigeant qui a trahi l'Afrique ne peut pas avoir les acclamations, le soutien de la jeunesse africaine. Partout où vous êtes, chaque jeune Africain à Brazzaville, chaque jeune Africain à Kinshasa, chaque jeune Africain à Abidjan, chaque jeune Africain, je ne sais pas, à Lomé, partout où vous êtes, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'aller prendre de l'argent qui vous est volé par des billets de corruption, de prendre de l'argent qui vous est volé par des billets de soutiens qui sont mous, et vous soutenez ces dirigeants-là. Il faut lever la voix contre ces parce qu'ils ont pillé l'Afrique. Ils ont endeuillé l'Afrique. Ils ont fait en sorte à ce que notre mère patrie, l'Afrique, soit pillée. Et ces combats doivent aussi s'engager contre la présence, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui des coopérants. Des coopérants qui sont en Afrique, au nom des nations occidentales, et qui sont là justement pour permettre à leurs nations de mettre la même mise sur nos richesses. Donc voilà la démarche dans laquelle nous sommes inscrits pour permettre la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Nous venions de rencontrer pour la première fois un jeune Africain déterminé. Le résumé et la moralité que je tire, si je le définis comme étant congolais, je vais le frustrer. Il est panafricain. Il se bat et il bat de l'aile. Il fait tout
avec le risque que vous ne pouvez pas vous imaginer. Aujourd'hui, il est traqué de partout par le système judiciaire français. Il tient la route. On vient de le rencontrer. Avant de lui dire au revoir, moi, Zoulou, le mot de fin. Le mot de la fin, toujours, j'ai l'habitude de le dire que nous n'avions toujours pas le mot de la fin. Nous continuons cet effort constamment de permettre à notre mère patrie l'Afrique et à la jeunesse africaine, au peuple africain de se retrouver. Mes chers compatriotes panafricains, mes chers compatriotes de la mère patrie Afrique, je voudrais vous dire que j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour l'Afrique. J'ai de l'espoir, non pas parce que je crois aveuglement à une puissance divine, à une haute constante, dans la lutte, dans l'engagement, dans la dénonciation, dans la multiplication de projets, dans la multiplicité des idées et d'actions que nous sommes en train de mener sur le terrain, finiront, si vous voulez, par triompher. L'Afrique, elle est libre. Elle est libre parce que moi, dans ma pensée, dans ma liberté d'expression et d'action, vous avez vu que j'ai exprimé cette liberté. Alors, faisons comme ça. Exprimons notre liberté et faisons en sorte que l'Afrique soit libre. Que l'Afrique, constituons-nous une sorte de muraille humaine pour empêcher l'oligarchie planétaire de faire du mal à notre mère patrie, l'Afrique. Unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Écoutez, il a tiré la conclusion. Voilà des hommes qui sont loin d'une carapace spirituelle. Parce que s'attaquer, comme il le dit, à ces monstres, ce n'est pas évident. Mais ils sont combien à mener ce combat? Vous qui les soutenez, je vous en prie, ne les vendez pas, ne les livrez pas. Permettez-les d'aller jusqu'au bout. On ne sait jamais d'où et où nous trouverons la clé pour la véritable souveraineté de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.